Bon, ça fait déjà 10 minutes qu'on a été pris. Toujours rien de nouveau? J'ai analysé la structure du filet qui nous retient. Il empêche les réacteurs de fonctionner et bloque les communications extérieures. Et bien sûr, le vaisseau se désagrège à petit feu. T'as pu en faire les frais. Ouais, en clair, ils nous ont immobilisés et leurs intentions ne sont pas pacifiques. En gros, ouais. Le plus bizarre, c'est qu'ils nous ont pris alors que notre vaisseau était à plein régime. Et vu leur taille, on est bien plus rapide qu'eux. J'en déduis qu'ils nous ont tendu une embuscade. Crois-moi, c'est pire que tu l'imagines. Tu peux nous sortir de là? J'ai bien une idée, ouais. Mais il va falloir que tu les retiennes le temps que je me prépare. Ah, on a enfin une communication avec eux. Je la prends. Ah ah, je vous y prends. Je le connais, laisse-moi gérer. Comment osez-vous parler d'une de mes licences sans demander l'autorisation au grand Aim Saban? Je le sens pas, ce mec. Je te rassure, c'est normal. Me manquer de respect ne changera rien à votre sort pour imaginer pouvoir dénigrer mes superbes films Casper. Ah ouais? Mais comment tu sais que je vais en dire du mal si tu penses que c'est si bon? C'est pas le cas. Si, mais ça prouve bien son hypocrisie latente. Silence! Je connais l'influence néfaste sur mes chiffres qu'ont les gens comme vous, et je suis venu ici pour vous stopper avant que vous ne causiez des dommages dans nos rangs, vous et votre calomnie ambulante. Maintenant, préparez-vous et subissez mon terrible courroux! Mon courroux! Bah alors, mon courroux, dépêchez-vous de lancer les monstres sur son vaisseau! C'est que c'est leur jour de repos, chef. Mais je vous ai dit de les prévenir qu'ils avaient des heures sup! Je l'ai fait, mais ils ont refusé et je venais justement vous prévenir. Eh bien, dites-leur que s'ils se ramènent pas d'ici 2 minutes, je les vire! Mais vous pouvez pas, on a déjà perdu tout notre groupe de soldats. J'en ai rien à faire, ils vont obéir, c'est moi qui Ok, fini! Hein? J'ai programmé notre arme principale pour qu'elle vous tire dessus automatiquement dès que le filet énergétique sera retiré. Donc même si vous nous détruisez, vous finirez en cendres avec nous. Quoi? Et ouais, quitte à en finir ici, autant finir dans un beau feu d'artifice. D'ailleurs, ça va peut-être me laisser le temps de terminer la critique. Donc, comme je disais, le film Casper a été une réussite en demi-teinte pour Universal, mais ça n'empêchait pas un certain réalisateur qui avait lui-même produit le film de vouloir en faire une suite. Son nom? Steven Spielberg. Le gaillard étant, comme on le sait, un grand fan de bande dessinée, Casper faisait partie de ses références. Donc on aurait pu avoir une suite réalisée par Spielberg himself. Le problème, c'est qu'après la sortie de Casper, il avait déjà la suite de Jurassic Park et Il faut sauver le soldat Ryan sur le feu. Et devinez qui a profité de cet instant de faiblesse pour rafler les droits du personnage à Universal qui avait produit le premier film, et ce pour réaliser deux des pires suites direct ou vidéo de l'histoire de la télévision. Le plan parfait, n'est-ce pas? Toi tu te la fermes. Ouais, Saban Entertainment, la compagnie maléfique qui a commis Digimon et Samurai Pizza Cats version US, Tortue Ninja Nouvelle Génération et bien sûr Power Rangers. Et qui, pour rajouter une 5e paire de cornes à leur tête, était affilié à une des pires compagnies de la Fox. Et son fondateur, ainsi que notre invité non désiré, n'est autre que Aim Saban. Son cas n'est pas facile à résumer. Beaucoup le voient comme un costard-cravate parmi tant d'autres, mais dans le sens où il serait un producteur véreux qui fait adapter des licences auxquelles il ne comprend rien par des yes-man feignants. Et c'est en partie vrai, mais c'est encore plus pourri que ça. La plupart des costards-cravates sont des ignorants de la façon de faire une bonne œuvre artistique, et qui ne visent que le pognon que la production peut leur rapporter. Mais justement, ils veulent être rentables sur des produits culturels. Ils comptent beaucoup sur ce qu'ils pensent que les spectateurs veulent voir pour les attirer. En bref, ils cherchent à faire plaisir aux spectateurs. Mais Saban, lui, il est assez marginal par rapport au reste de ses semblables. Plus intelligent et plus fourbe qu'eux, en fait. Car son domaine de production n'est pas celui des spectateurs qui font des choix dans leur consommation culturelle, mais celui des enfants. Et souvent, lorsqu'on est très jeune et qu'on n'a pas encore le temps de se construire une culture et des goûts, on prend tout ce qu'on nous propose sans réfléchir. D'une part avec les cassettes, DVD et les séances au cinéma que les parents choisissent pour nous, et bien sûr d'autre part, la télévision. Oui, je parle pas d'internet, parce que c'était clairement pas aussi répandu à l'époque. Donc ce qu'a fait Saban, c'est parier sur l'innocence du jeune public pour lui proposer du contenu pourri à plus savoir qu'en faire, et ce en ne cherchant pas une seconde à le rendre attrayant. Sauf en se donnant une image tout public pour être diffusée en continu. Et ça, c'est du vrai génie du mal à l'état brut. Arrête, je vais rougir. Je veux dire, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. T'es sûr? Ben, allons voir ça. Quand il acquit les droits de Casper, il se fit pas attendre et lança la production d'un film direct ou DVD en 97. Casper, l'apprenti fantôme. Le film est réalisé par Sean McNamara, dont j'ai jamais entendu parler de ses autres films,
Et attention, information importante, c'est bien une suite préquelle du film de 95, qui va parfois carrément se faire appeler Casper 2. Donc c'est censé être la même continuité, avec les mêmes personnages. Encore une fois, un détail, mais ça va rendre le film encore plus détestable. Le film s'ouvre sur un générique pas trop mal fait, disons-le, les crédits s'enchaînent assez fluidement, les effets de flottement sont un peu cheap mais ça passe, et la musique est une reprise disco assez entraînante du thème de Casper. Le seul problème c'est qu'elle part en un semi-rap harmonica bizarre à un moment donné. Ça a même pas commencé que le film montre déjà qu'il est bourré. Donc, après ça, on voit un train fantôme foncer à travers une forêt en images de synthèse. Eh, c'est pas trop mal fait pour un téléfilm des années 90. C'est quoi cette horreur? Eh Casper, ça te dérange pas d'apparaître dans un faux raccord? Non, parce qu'on ne voit clairement pas sur le plan d'avant. Et tu peux pas retirer ton balai dans le cul avant de tourner? Ok. On va partir sur le problème principal d'entrée de jeu, c'est putain de moche. Bien sûr, les effets spéciaux sont immondes, que ce soit les effets de montage nul qu'on détaillera par la suite, ou bien sûr les images de synthèse des fantômes qui sont statiques comme s'ils sortaient du frigo. Le pire c'est que les expressions faciales sont pas si mal faites que ça, mais on n'arrive jamais à lire leurs mouvements tellement ils sont rigides. Bordel, le fantôme de Carrigan était mieux fait. Bref, on retrouve le petit Casper qui vient tout juste de mourir. Ah, vous voyez bien que c'est glauque quand je le dis comme ça. Des enfants morts, yeah. Et qui semble assez déboussolé, il se fait alors éjecter du train par... un gros connard. That's simple, fog boy. Too close to me. Oh. Hey, let me go. Later, dude. C'était complètement gratuit. Une transition inexistante plus tard, il se retrouve à errer dans la ville de Deepstown et fait peur aux gens sans le vouloir. Ce qui est bien sûr le prétexte à un tas de gags hilarants. Ok les mecs, personne s'enfuit comme ça. Et pourquoi Casper a pas l'air au courant qu'il est mort? Tu sors d'un train fantôme, mec. Bref, il manque encore une fois une transition, mais on fait connaissance avec le héros de l'histoire, Chris. Non, je me suis pas trompé, c'est lui le héros. Casper est littéralement un caméo qui n'accomplit rien durant tout le film, et on a toute l'histoire centrée sur ce gamin. En plus, bien sûr, c'est le blabla ultra cliché du père qui travaille trop, et son fils est pas content, et gna 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 gna. Sérieux, le film censé raconter les origines d'un personnage, t'as pas mieux à faire? Ah, et aussi, petit détail hein, comme ça, mais il joue super mal. Comme tous les autres acteurs en fait. Le père est joué par Steve Guttenberg, un acteur de série B et qui d'ailleurs joue souvent des rôles de père. Donc bon, on va dire que ça passe. Le problème c'est vraiment que les deux persos sont des connards qui ne dégagent aucune sympathie. Le fils est un pleurnichard qui boude pour un oui ou pour un non, et le père lui il réagit comme un égoïste tout le long du film. Ajoute à ça le fait qu'ils ont 3 scènes de 10 secondes d'interaction positive ensemble, et j'en ai d'office rien à battre de leur histoire. Mais enfin, le but du père est de détruire un vieux manoir en ruine pour construire un magasin des Sims apparemment, mais il se confronte aux manifestants et notamment à Sheila Fistagraph, jouée par Laurie Logbin, qui n'est pas si mauvaise actrice que ça. Elle a même doublé la copine de Booster Gold dans la série Justice League. D'ailleurs ça me fait marrer parce que c'est littéralement la super-héroïne de la manifestation. À chaque fois qu'elle entend parler de la démolition, elle est genre Je suis la justice. Je suis la nuit. Je suis CGT Girl. Bon, ça change pas le fait qu'elle joue n'importe comment dans ce film-là par contre. Mais alors qu'il se passe tout un tas de trucs inintéressants pour le commun des spectateurs, c'est la première intervention du trio fantomatique qui... Quoi? Putain c'est quoi ce foutoir? Les figurants font n'importe quoi, la caméra bouge dans tous les sens, les fantômes font tout sauf des trucs qui font peur, et c'est quoi ces gags de merde? Ce truc, c'est ma momie qui me l'a appris. Et pourquoi ils sont aussi moches? Et c'est quoi cette intro à la zob? C'est un complot, c'est ça? Stop! Ok, on se calme. C'était quoi ça? Les oncles sont censés être des sidekicks, oui, mais ça reste des fantômes qui doivent faire peur aux gens. Ils faisaient aussi beaucoup de gaminerie dans le premier film, mais au moins la mise en scène appuyait ce qui faisait peur aux personnages dans ces moments-là. Mais bien sûr ici, non, il faut rendre les personnages aussi débiles et pas drôles que possible. On pourrait plus vendre aux gosses si on leur faisait peur, n'est-ce pas? Bah évidemment qu'on va pas créer des personnages qui font peur dans un film pour enfants. Quelle idée! Genre comme dans Monstre Academy, Roger Rabbit, le premier Casper, Crétin,
Le pire, c'est que dans ce film-là, ils ont d'excellents doubleurs expérimentés en VO et que la VF conserve même les grands Daniel Lafourcade, Michel Tugodoris et Gilbert Lévy qui collent parfaitement au personnage. Mais au vu de leur dialogue, bah c'est dur d'en profiter quoi. Et j'y reviens, mais encore une fois, en termes de préquel, c'est juste minable. On ne raconte rien sur la relation entre Casper et ses oncles, on ne montre aucune évolution et le seul truc qu'on apprend, c'est qu'ils ont adopté Casper sous la contrainte. Mais ça n'apporte rien à l'histoire du premier. Faire de ce film un préquel, c'est juste une démarche de feignasse qui voulait avoir son scénario facile. Mais même ça, ils l'ont foiré. Bon, écoutez tous, le shérif va arriver d'une minute. Waouh. C'est un rapide. Bon, ok, celle-là était marrant. Wow. Bon, on enchaîne sur... Ok, vous vous souvenez des 10 minutes d'histoire d'école absolument insupportable dans le premier film? Ouais, ben, ici c'est le point central de l'intrigue. Blablabla, il est martyrisé par les bullies, blablabla, il y a une fille qui semble vouloir l'aider mais elle servira à rien, blablabla, ça finira avec les bullies humiliés par Casper, blablabla, on s'en cogne, suivant. Chris, comme tout geek qui se respecte, est fan de l'univers du paranormal et va donc à la rencontre du trio qui n'aime pas beaucoup les humains, en particulier quand ils ont pas peur d'eux. Et on va vite fait évoquer un autre défaut du film, les acteurs n'ont strictement aucun talent pour jouer la comédie face à du vide comblé en post-prod. Et ça se voit. Du coup, ils ont l'air torchés à chaque fois qu'ils parlent aux fantômes. Regarde Gillette et regarde fantôme, il me cause. Ne me fais pas rire, ne me fais pas vomir, ne me fais pas manger de faillot. Ah vos gueules! Sérieux, le trio est d'une platitude dans ce film, c'est choquant. Leur côté connard est conservé mais on perd tout ce qui les rendait drôles. Ils sont plus chiants qu'autre chose. Pendant ce temps-là, dans le monde de la Nintendo 64, on retrouve le soi-disant méchant du film, à savoir Pause. Bon, il est temps que je vous explique pourquoi est-ce que j'ai autant insisté sur l'aspect ontologique de la saga Casper. L'univers de Casper n'est certes pas aussi abouti et développé que d'autres, mais il reste un univers identifiable avec des personnages récurrents qui méritent d'être racontés. Et comme je l'ai dit au départ, le film se veut dans la même continuité que le premier, essentiellement pour tabler sur le succès de ce dernier. Ok, mais du coup il a le devoir de poursuivre sa démarche d'adaptation de l'univers Casper au cinéma. Donc c'est normal de le voir introduire le plus grand méchant de la licence, Crapule, un fantôme tyran surpuissant ayant pour ambition de conformer le monde des revenants à sa propre vision de l'au-delà. Et en soi ils ont bien retranscrit son charisme et sa fourberie à l'écran. Le problème, bah, c'est que c'est juste là pour faire joli. Ouais, ils ont foutu Crapule, son animation est la plus travaillée du film, et en VF ils ont même pris Tom Novembre, dont rien que la voix suffirait à te broyer comme une fourmi. C'est moi qui commande ici, et personne n'échappe à l'entraînement. Mais non seulement il sert à rien de tout le film, et quand je dis à rien, c'est à rien, mais en plus son rôle est de diriger une école pour fantômes. Et ça c'est le genre de truc qui marche dans un comics ou un dessin animé, mais une fois en film ça dénote totalement, surtout comparé au premier. En plus son objectif c'est de ramener Casper et le trio dans son école, parce que ce sont les seuls fantômes à avoir esquivé l'entraînement. Ils sont en train d'apprendre à Casper leur peu orthodoxe et je dirais même illégale technique fantomatique. Quoi, passer à travers les murs? Et là vient la grande question. Si vous vouliez absolument foutre des intrigues clichés et des éléments d'univers grotesques et un ton digne des pires cartoons pour enfants, pourquoi pas en avoir fait un film animé? Parce qu'on aurait perdu la patte Saban avec nos magnifiques productions live adaptées de séries pour enfants. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas pu en faire un crossover avec la famille Adams. Je vais le noter quelque part. Bref, retour sur Casper qui continue de vagabonder dans la ville et on a encore droit à une scène de panique qui est la pire scène du film. Pourquoi l'espace-temps est distordu? Pourquoi là on voit la culotte de la vieille? Pourquoi est-ce qu'elle fait des pirouettes? Et pourquoi le seul truc que vous allez trouver pour rendre la scène comique c'est d'accélérer l'image? Truc qu'en fait vous ferez plusieurs fois dans le reste du film. Ça sert à quoi de me faire souffrir comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça t'amuse hein? Je préviens, à partir de là j'accélère. Donc, scène d'exposition pas drôle avec le maire et le père de Chris qui ne croient pas aux fantômes mais refusent d'appeler l'armée, alors que des dizaines de témoins étaient présents lors de l'incident avec les fantômes. T'es définitivement con, mec. D'ailleurs, ça me fait me demander, si les fantômes ont une école, des permis de faire peur et que plusieurs d'entre eux sont en liberté, pourquoi les gens semblent pas au courant qu'ils existent et s'enfuient en criant? Bref, logique mise à part, scène d'exposition pas drôle, mais cette fois à l'école. Merci, monsieur. Ah bah non, j'ai rien fait. Quant aux autres, marche. T'es complètement gratuit. On apprend que CGT Woman est la prof de Chris, ce qui bien sûr servira à un conflit forcé entre elle et le père. Puis Chris se barre et il tombe sur Casper. Ils deviennent potes en littéralement 15 secondes, montre en main, sans aucune mise en scène, et il lui présente le trio de Hurlevent qui décide de l'entraîner parce qu'il ne sait pas hanter. Ben oui, les fantômes hantent les maisons.
Ah bon? Tout le monde sait ça, mec, pas besoin de faire 3 ans au Poudlard des morts. Mais c'est cool, ça veut dire que Casper va reprendre son rôle principal et qu'on va enfin montrer un segment d'Origin Story. Bah non. L'entraînement, c'est juste une succession de sketchs pas drôles où Casper se plante systématiquement. Youhou! Vous savez, ça détruit tout le charme qu'il avait dans le premier, encore une fois. Parce que là, il devient vraiment une carpette dont le seul trait de personnalité est d'être gentil et de subir le scénario comme la victime qu'il est. Bref, il se fait bien sûr virer assez vite. Parallèlement, on nous présente le meilleur personnage du film, en fait. À savoir l'agent Bill, joué par Michael McCain. It's all good. Et qui est une entreprise de démolition vivante engagée par le père pour faire sauter la maison. Bon, il s'ajoute au ton cartoon déjà lourdingue du film, avec une parodie ambiante de Mission Impossible, mais au moins, lui, il est vraiment drôle par sa façon ultra sérieuse d'appréhender des situations banales. C'est tellement dommage qu'il ait que 3 scènes de 2 minutes dans le film, quoi. La scène d'après, un Casper déçu retourne voir Chris, qui décide de l'entraîner lui-même à être un fantôme, et ce en... Non, pas une succession de scènes reposant sur des gags d'école nuls. Pitié, le film, ne tombe pas aussi bas... On dit que cette bibliothèque est hantée. Par qui? Alexandre Dudras? Je regarde un film Casper. Je veux voir une histoire fantastique reposant sur des personnages attachants et de l'humour cartoon subtil. Pas des putains de bullies de CM2 qui se font éjecter à coups d'extincteur dans des étagères de merde. Et mec, tu le sais qu'il y a un fantôme dans l'école qui fout le bordel. Pourquoi tu tiens le gamin responsable quand même? C'est le film de la fils de puterie gratuite ce truc, hein. Oh, une scène avec Bill. Oui, putain, oui. De l'humour enfin. Oui, non, reste. S'il te plaît, reste. Je veux pas subir le reste du film. Reste, pitié. Bref, fier de ses nouvelles capacités, Casper décide de devenir gentil pour de bon. Après avoir aidé un commerçant se faisant braquer et lui avoir au passage mis un vent monumental. Tu veux une friandise? Quelqu'un qui m'aime. Waouh, ça c'est génial. Ça y est, je me sens... Et top! Fin de tournage pour Casper, il a eu 20 minutes sur 1h40 dans le film, on peut mettre son nom dans le titre. Allez, emballez, c'est pesé, hop. Et comme le reste du film consiste en du remplissage chiant, le voici en accéléré pendant que je vous récite la recette de la tarte à la citrouille. Faites cuire votre citrouille à la vapeur pendant 15 à 20 minutes. Une fois celle-ci cuite, écrasez-la pour en faire une purée. Suite à cela, ajoutez la crème, les œufs, le sucre, une pincée de sel et la noix de muscade en faisant attention au dosage. Une fois le mélange bien homogène, il doit avoir l'air liquide. Déroulez votre pâte dans un petit moule à tarte et piquez-la avec une fourchette. Versez le mélange dans le plat et enfournez pendant 30 à 40 minutes suivant la puissance de votre four. La dégustation est conseillée, de préférence froide. Quoi, je vous ai fait économiser 30 minutes de votre temps en vous apprenant un truc utile, vous plaignez pas? Non sérieux, le setup de la scène finale, c'est 30 minutes de Chris et son père qui s'embrouillent pour finir sur une fugue. C'est mal écrit, c'est chiant, et ça noie le protagoniste dans l'histoire de son propre film. En plus, j'ai même pas besoin de vous dire la suite, vous la connaissez déjà. Blablabla, le gamin fugue et se fait enfermer dans la maison qui va exploser. Blabla, le père et la présidente de CSA qui peuvent pas se voir finissent ensemble pour le sauver. Blablabla, Casper aura servi qu'à avaler la bombe. Ce qui bien sûr règle tous les problèmes du monde, hein, parce que Crapule qui n'a servi à rien jusque là et qui l'avait enfin retrouvé a eu peur de l'explosion et le reconnaît comme un vrai fantôme. La fille qu'on avait oubliée revient pour rappeler qu'elle était plus inutile que Sakura. Les bullies se font encore une fois humilier, Bill est notre dieu à tous et Casper fait un clin d'œil caméra signifiant subtilement qu'ils ont prévu une suite à cette purge. Fin. Et justement, puisqu'on en parle, quelle purge! Déjà je me répète, mais le côté préquel est complètement foiré. En même temps, quand tu passes 10% du film sur Casper et ses ongles, c'est compliqué de développer quelque chose avec. Et je vais plutôt m'apesantir sur le fait que non seulement l'histoire autour est cliché comme pas permis, mais en plus bourré de facilités insultantes, de gags insipides et irritants, de personnages plus insupportables qu'une armée de 10 000 Jar Jar Binks, et bien sûr des acteurs qui ne savent plus où se mettre tant leur script est à chier, et des effets spéciaux que même moi avec mon fond vert dégueulasse peux faire mieux. Le film est une merde, et ça reflète bien la considération de Saban pour le jeune public qui traite comme des attardés mentaux qui achèteront la cassette de cette dope parce qu'il y a marqué Casper dessus. Et je sais de quoi je parle parce que j'en faisais partie de ce jeune public, donc maintenant on part dans la vendetta personnelle enfoirée.
Et que comptes-tu faire, pauvre Pecno? Mon armée est en route pour venir te massacrer avant que tu aies fini ta petite critique inutile. Mais en attendant, je vais te faire l'honneur de te montrer la suite. Vas-y, je t'attends. Alors, Casper et Wendy, sorti direct en vidéo en 97, toujours réalisé par le même mec, et se plaçant comme suite de son prédécesseur et... Putain, même le générique abandonne une chanson pop molle sur un fond moche, avec des effets de fantômes moches et un balai magique moche. Mais enfin, on se retrouve sur un terrain Ok, j'ai mis la VHS de Space Jam ou quoi? Et... What the fuck? Non, apparemment j'ai mis celle de Chicken Little. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Je suppose que c'est le trio qui fait une mauvaise blague vu qu'on a la musique de... Ils reviennent. Donc, c'est bien le trio qui... Ils avaient fumé quoi? Bref, donc oui, les oncles repartent pour une scène de panique toute pourrie, mais bon, au moins là, la caméra te donne pas envie de gerber. C'est déjà pas mal. Et je ne vais pas repréciser que c'est horriblement moche, mais ça va un peu sans dire. Après cette intro imbitable, les fantômes décident de prendre des vacances, parce qu'apparemment être un revenant est un CDD. J'ai besoin de redire que le trio est toujours aussi minable. Et avec des transitions toujours aussi qualitatives, on nous présente le grand méchant sorcier du film. Desmond Malefice. Non mais je comprends, Adolphe Laden c'était pas assez subtil hein. Il est joué par George Hamilton, et tout dans le personnage est absolument ridicule. Il n'a même plus le charisme ou l'énergie de crapule, il fait presque rien de tout le film à part donner des ordres, et comme on n'a même plus l'envie ou le budget de faire un film, on lui fait porter un peignoir et avoir une villa qui lui sert de repère, et on fait passer ça pour trop décalé. Il me fait vraiment de la peine, je vous jure, regardez juste cette scène de préparation de potions. Oh là là, je revis le frisson de la méchante reine dans Blanche-Neige là. D'ailleurs, je dis même pas ça au pif vu qu'il a un miroir magique insupportable comme sidekick. Bref, il crée des Dark Men in Black. Bon, déjà, arrachez-moi les yeux. Et ensuite, pourquoi vous pouviez pas en faire des hommes de main normaux? Je veux dire, si c'était pour rater un effet T1000, c'était pas la peine hein. Et il leur demande de capturer Wendy, la gentille sorcière, par peur qu'elle devienne à terme plus puissant que lui. Et là je vais directement passer à elle parce qu'il y a du boulot. Et je vais d'abord revenir sur ses origines. Wendy, the Little Good Witch, apparue dans le 20e numéro de Casper the Friendly Ghost en 1954, est un des personnages récurrents des comics et dessins animés de la licence. Elle a même eu droit à sa propre série. C'est une sorcière kawaii qui vit avec ses 3 tons de sorcière parce que subtil parallèle et qui sert principalement à être une version fille de Casper. Elle s'allie à lui lors de plusieurs histoires mettant en scène les deux enfants qui veulent défendre le bien malgré leur nature face à leurs oncles et tantes qui eux pensent qu'il est normal d'être malfaisant. Et j'aime beaucoup ce personnage car malgré son côté on prend les mêmes et on recommence, elle apporte pas mal d'histoires assez sérieuses. On parle même de racisme et on étoffe l'univers paranormal de la licence. Et je dois avouer qu'avoir centré un film sur elle c'est pas une mauvaise idée niveau adaptation. Elle est même jouée par Hilary Duff qui malgré sa filmographie assez catastrophique est une actrice correcte rendant ses personnages assez sympathiques même dans les films de merde où elle joue. Et ici c'est le cas, elle est pétillante et mesquine sans jamais devenir insupportable et son duo avec Casper est réussi, si on exclut le problème dont je vais parler juste après. Et formellement, ben c'est la seule réussite de ces deux films en termes d'adaptation. Après ça veut pas dire que ça vole très haut quand même. Déjà parce que tous les éléments perturbateurs auxquels elle et Casper font face pendant les 3/4 du film consistent en du remplissage insipide jusqu'à la scène finale, à savoir mettre en couple leurs oncles et tantes respectifs. Ce qui est... bah de la nécrophilie. Mais aussi parce que même si elle ne devient pas une serpillière sans personnalité ni affect pour respecter son côté gentil comme ils l'ont fait pour Casper, le fait de voir les autres sorcières n'être méchantes que par des gamineries comme lancer des sorts sur les journaux du facteur amoindrit son aspect exceptionnel et anticonformiste. Au passage, une des tantes est jouée par Cathy Moriarty qui faisait aussi Carrigan dans le premier film. Et cette anecdote ne sert à rien mais on m'aurait saoulé si je l'avais pas dit. Et du coup ça casse complètement le concept du film parce que virtuellement, à part le segment avec le méchant qui est méchant pour être méchant, rien ne se passe, alors qu'il y avait vraiment un truc à raconter avec ça. Faire en sorte que le conflit entre sorcières et fantômes soit plus mis en avant que juste des racontards, prendre les éléments de l'univers qui donnaient du sens à cette confrontation, exploiter votre cadre quoi.
Et à partir de là, je ne vais pas m'amuser à résumer le film en commentant tout ce qui doit l'être comme pour le précédent, parce que globalement le reste c'est 1h10 de film de vacances sans saveur dans la veine du premier, avec les mêmes personnages secondaires détestables qui n'apportent rien à l'histoire sinon du gag nul, le même humour débile. Nous allons pouvoir repérer leur emplacement grâce à ces engins high-tech. Maintenant, regardez. Quel genre de pommes de terre? Des effets spéciaux encore plus horribles, sérieux, on se croirait dans Mortal Kombat Destruction Finale là. Mais hey, au moins on n'aura pas de bullies juste là pour que les enfants aient quelqu'un à détester, merde. Le seul truc à en tirer, c'est le montage musical de 2 minutes sur Casper et Wendy qui s'amusent. Parce que c'est la seule scène qui développe efficacement leur relation. Même si elle essaye de tuer les participants là, non? Bon bah du coup, scène finale. Desmond finit par capturer Wendy dans une course-poursuite pas palpitante pour un rond et Casper décide de partir seul à sa rescousse. Il la libère en faisant exprès cette fois-ci et ce dans une scène étrangement bien rythmée. Les oncles et tantes viennent pour ne servir à rien, le méchant finit emporté par son propre tour maléfique dans une scène qui nous fait regretter la fin d'Hadès. Je me sens pas bien, je tombe, je planche ma vie. Et personne n'aura rien appris dans ce bordel vu que les couples mis en place se séparent à la fin et que Casper fait encore un regard caméra pour une suite qui n'arrivera jamais parce que sa bande n'a plus les droits après ça. Fin. Au final, ce film est à la fois mieux et pire que le précédent. Il est mieux parce que le seul segment intéressant est plutôt pas mal, même si perfectible. Les personnages centraux sont plus sympathiques, la relation centrale est enfin crédible et la démarche d'adaptation aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Ça aurait été très en dessous du Casper original, hein, mais ça aurait été une suite regardable sans plus si c'était bien exploité. Mais c'est aussi pire parce que tous ces éléments intéressants représentent 20 minutes sur 1h30. Et pour le reste, on a un ton ultra lourdingue, des personnages secondaires insipides et détestables, et on ne s'emmerde même plus avec les enjeux pour faire une histoire dont même les téléfilms Disney Channel se moqueraient. Bref, c'était Casper et Wendy, et je propose une minute de silence pour le personnage de Wendy qui a disparu de la circulation à jamais après ce film. Comme si le public en avait quelque chose à faire de cette stupide licence pour gamins. La ferme! Il n'y a que toi et tes semblables vides d'imagination et de créativité qui ne comprenez pas. Vous ne pensez qu'à pomper l'énergie des planètes sur lesquelles vous vous trouvez jusqu'à ce qu'elles disparaissent toutes. Et ce en méprisant le public et les enfants qui ont besoin d'elles pour continuer à rêver en grandissant. Parce que tu crois que ça leur servira à devenir adultes et à faire face au monde? Moi, j'ai compris qu'exploiter le sentimentalisme des autres me permettrait de devenir grand. Plus grand que vous qui vous maintenez dans l'illusion d'un monde de gamins débiles. Moi, je suis riche et influent. Moi, je contrôle votre enfance. Moi, j'ai réussi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr de ça? Alors explique-moi pourquoi il n'y a pas eu de suite aux deux Casper. Explique-moi pourquoi ton entreprise a disparu et pourquoi tu erres dans l'imaginaire à la recherche de quiconque ose s'attaquer à ce que tu as produit dans le passé. Et enfin, explique-moi pourquoi Power Rangers, Tortue Ninja et même Casper t'ont survécu. La vérité, c'est que tu es devenu tellement arrogant et méprisant envers ton public qu'il a fini par t'abandonner. Foutaise! Oh non, tu sais très bien que c'est la vérité. Et moi ce que je sais, c'est que tu es tellement minable aujourd'hui que même les costards-cravates t'ont éjecté de leur petit cercle. La ferme! Écoutez-moi! Peu importe ces menaces! Attaquez-le! Attaquez-le, soldats! Moi! Disparaissez à jamais dans le néant!